Salut à tous! Je me suis dit, si on faisait une vidéo qui reprend un peu les avions fondamentaux à connaître, et si je demandais ça à Nicolas Delemos, il les connaît tous ces avions, donc forcément, il doit pouvoir faire du tri. L'idée, c'est de faire une vidéo assez simple, c'est plutôt ciblé pour les débutants. Je pense plutôt ceux qui commencent à découvrir l'histoire de l'aviation, c'est pas forcément toujours évident de mettre les pièces dans le bon ordre. Donc voilà, on va faire une vidéo assez simple. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer les avions ayant marqué une étape dans l'essor du transport aérien de 1919 à 1969. 50 ans, oui, 50 ans séparent ces deux photos. À votre gauche, le Farman Goliath. À votre droite, le célèbre Concorde. La période de démarrage, 1919-1935, mais si vous le voulez bien, revenons un petit peu en arrière. En effet, les pionniers de l'aviation ne manquaient ni d'audace ni de courage. Mais que dire de leurs passagers? Je vous rappelle qu'Henry Farman, à gauche de cette slide, fit voler le premier un passager, Ernest Arcadécon, à droite de cette slide, le 29 mai 1908. Léon de Lagrange, quant à lui, embarque une passagère, la première femme, Madame Pelletier, le 8 juillet 1908. La race des passagers était née, mais on ne parlait pas encore de transport aérien. Je t'arrête tout de suite, Nicolas. Sur la question des pionniers, là, tu nous cites des pilotes, Farman, Lagrange, qui ont transporté des passagers. Très bien. Mais l'histoire d'aviation, ça commence pas là, en fait. Ça commence, si on dit aviation, transport de plus lourd que l'air, ça commence par les vrais pionniers, ceux qui ont inventé comment faire pour voler avec du plus lourd que l'air. Je vous renvoie sur une des premières vidéos d'Aero Masterclass. C'était les vidéos qui étaient faites par Andrea Seigné. Andrea Seigné, c'était une doctorante en histoire de l'aviation qui a fait sa thèse sur l'histoire des pionniers. Elle s'est cognée toute la correspondance que les pionniers des années 1890 à 1905, ou 7 même, se sont échangés pour créer l'avion. En fait, on se rend compte qu'il n'y a pas quelqu'un qui a créé l'avion. Hein, les Américains ils disent c'est frère Wright, c'est frère Wright. Non, il y a tout un tas d'inventeurs qui avaient chacun réfléchi à un bout de la question, comment on améliore la portance, comment on améliore la propulsion, les gouvernes. Chacun avait un bout de la solution et ils ont correspondu, soit directement, soit pas directement du tout parce qu'ils ne s'aimaient pas et il y avait des rivalités et ils passaient par un intermédiaire. C'est le cas d'Octave Chanute par exemple. Mais au final, c'est une accrétion, une accumulation de connaissances, de compétences, d'idées mis bout à bout qui amène le premier vol du plus lourd que l'air. Parce qu'on parle bien du plus lourd que l'air. Le plus léger que l'air, le ballon, on l'avait inventé bien avant, hein, les frères Montgolfier, c'est sous Louis XVI, 1783, par là, quoi. Là, on réfléchit à comment faire voler quelque chose de plus lourd. Donc voilà, allez voir ces vidéos d'Andrea Seigné. Vraiment, vous allez voir comment ça s'est construit, l'aviation, en vrai. Et c'est pas comme on imagine. Et puis, avant tout ça, il y a une mythologie de l'aérien, de la science-fiction aérienne. Je vous renvoie sur Zachary Boubli, qui fait sa thèse en histoire de l'aviation là-dessus, et qui nous a proposé d'excellentes vidéos sur le sujet. Au cours de la Première Guerre mondiale, les bombardiers avaient démontré leur autonomie et leur capacité d'emport. De là naquit l'idée de créer des appareils de transport en transformant certaines machines libérées de leur équipement militaire pour accueillir des passagers. Nous nous limiterons ici au transport en ligne régulière, à l'exclusion des services postaux. Pour les avions postaux, c'est une idée pour celui qui souhaite se lancer dans l'aventure et venir le narrer. L'énumération chronologique serait fastidieuse. Aussi essayerons-nous de dégager des tendances par époque. Certaines se recoupent en engrenant 7 décennies de cette histoire du transport aérien, mais elles soulignent l'évolution des critères, à savoir l'autonomie, la capacité d'emport, la vitesse, la sécurité, le confort et enfin la rentabilité. Le 8 février 1919, une première liaison Paris-Londres est effectuée par M. Lucien Bousseau-Tros avec 11 militaires volontaires, car l'Angleterre à l'époque s'oppose à un survol de son territoire pour un service régulier. On prend 11 militaires
on les déguise en civil et on fait cette première liaison. C'est une réussite totale. Dérivé d'un bombardier, le Farman F-60 Goliath est le premier appareil réellement commercial avec un fuselage nouveau aménagé pour 12 passagers, répartis en 2 cabines, doté de fauteuils en rotin que vous pouvez voir ici en photo. 4 jours plus tard, le même pilote, M. Bousseau-Trot, et le même avion inaugurent la ligne régulière Paris-Bruxelles. C'est le premier itinéraire international. Enfin autorisé, le 13 juillet, la ligne Paris-Londres est ouverte. Une soixantaine de Goliaths contribueront à l'essor des lignes sous pavillon belge, roumain, tchécoslovaque et français. Vous pouvez admirer un fuselage au musée de l'air et de l'espace du Bourget que vous voyez sur la photo. Juste au-dessus de lui, vous avez un Potez 53 qui remportera la coupe Dutch de la Meurthe. Alors avant d'arriver au Farman Goliath, et il a un rôle très important cet avion parce que c'est celui qui permet de passer de l'aviation bombardier, l'aviation militaire de la Première Guerre, même si on n'a pas tellement bombardé dans la Première Guerre mondiale, à l'aviation commerciale. Avant de passer à ça, il faut revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, j'expliquais qu'il y a les premiers pionniers qui ont créé l'avion, mais ça nous mène où? Ça nous mène à 1907, par là. Après, à partir de là, on sait voler. Et on va avoir une aéronautique pour apprendre à faire du sport quelque part, à faire des performances, à traverser la Manche, à faire des tours de piste. Cette aviation-là, c'est une aviation sportive. Il n'est pas question à ce moment-là de se dire qu'avec l'avion, on va transporter des passagers. Ce n'est pas l'idée du moment. Pas du tout. Un peu comme avec la Formule 1, aujourd'hui, on ne dirait pas que c'est un moyen de transport, c'est un moyen de faire du sport. Ben, c'est pareil. Les avions des années 1909, prenez le Blériot 11 par exemple, c'est des avions de sport, ce n'est pas des avions de transport. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait de ces avions? Quelle est l'utilité de l'aviation? La question se pose. Et puis là arrive la Grande Guerre. Et là, avec la Grande Guerre, eh bien, on va se mettre à former du pilote, parce que l'aviation, c'est bien pour bombarder, mais surtout pour la chasse, c'est bien pour la propagande. Je vous renvoie sur toutes les vidéos que nous a produit David Méchin sur les as de la guerre de 14. Elles sont toutes passionnantes. Si, toutes passionnantes. Mais derrière ça, il y a des industriels qui se mettent sur la question de produire des avions pour l'armée, pour la guerre. Prenez la TECOR, par exemple, qui s'installe à Montaudran, près de l'ENAC, où j'enregistre cette vidéo. Eh bien, qu'est-ce qu'on a? On a des industriels qui se disent « mais la guerre, elle va terminer ». En 1917, l'armée, elle n'honore plus ses contrats, c'est la fin de la guerre. Donc, elle n'achète plus des avions. Or, on a déployé des moyens industriels pour créer des avions. On a formé des pilotes. On a des flottes entières d'avions dont l'armée n'a plus d'utilité. Et ça, on va le transformer, pour ce que t'expliques, Nicolas, pour en faire une aviation commerciale. Mais c'est là que la Grande Guerre est passée par là. Et donc, on a transformé l'aviation sportive en aviation commerciale en passant par l'aviation militaire. Vickers, quant à lui, en Angleterre, transforme également son bombardier bimoteur, Vimy, pour 10 passagers. Comme Handley Page a civilisé 4-0/400 pour 6 passagers. Ces avions sont exploités en Europe dès 1920. En 1925, on retiendra l'inauguration de la ligne Paris-Amsterdam, le 1er janvier, par le premier quadrimoteur de transport au monde, le très peu gracieux Farman F3X Jabiru, transportant 10 personnes à 175 km/h. Le premier avion de transport civil à avoir connu la grande série sera le remarquable trimoteur Fokker F7A3M, issu d'un monomoteur et pouvant accueillir 8 à 14 passagers. Il est mis en ligne en 1926 par la KLM, mais connaît en version optimisée un succès international. La KLM, c'est l'archétype de la compagnie qu'on appelle porte-drapeau, c'est-à-dire la compagnie qui porte le drapeau de son pays, en l'occurrence les Pays-Bas. La KLM, c'est la plus vieille compagnie du monde qui existe encore. Elle a été fondée en 1919. Derrière ça, il y a l'idée que l'aviation, ça sert au prestige des États aussi. KLM, Lufthansa, Imperial. Je vous renvoie sur la vidéo
de Madeleine Solomon sur Imperial. Sur KLM, vous avez aussi une vidéo d'ailleurs, maintenant que j'y pense. Et plus tard, la fondation d'Air France, en 1933. On a commis, il y a quelques années, une vidéo avec Nicolas Delamos sur les premières années d'Air France. À bord de la version d'origine, Richard Byrd, qui porte bien son nom, avait survolé une première fois le pôle Nord le 9 mai 1926. Vous le voyez ici en bas à droite de cette slide et son avion. Air Orient utilise aussi le Fokker et inaugure le 17 janvier 1932 la ligne Paris-Saïgon, la plus longue au monde. Comme vous voyez sur cette photo, il passe par l'Italie, la Grèce, l'Égypte, l'Irak, la Perse, l'Inde, le Siam et l'Inde néerlandaise, et l'Indochine. Confort et sécurité ne furent jamais négligés. Ainsi, le bimoteur, le Léo 213, dérivé du Léo 20, mis en ligne le 30 juillet 1927, est le premier avion-restaurant. L'aménagement de son fuselage, calqué sur les wagons-restaurants, comprend 3 tables attenantes à une des parois à grande baie vitrée, encadrées de fauteuils doubles. Imaginez, vous êtes à bord, vous dégustez un très bon repas et par la fenêtre, vous voyez défiler le beau paysage. Pour sa part, le trimoteur Farman 301 pour 8 passagers qui vole à 180 km/h exécute le 19 décembre le premier vol commercial entièrement sans visibilité. Le pilote est Gaston Genin et son radio Aubert. Réputé à la fois par son confort et sa sécurité, le majestueux biplan quadrimoteur Handley Patch 42 fut une grande vedette des Imperial Airways, bien que cette compagnie disposât seulement de 8 de ses appareils. Il sillonna posément à 160 km/h les lignes du réseau européen, ainsi que celles du Proche-Orient à partir de 1931 et jusqu'à la guerre, en menant 24 passagers, il a de loin la plus grande capacité de l'époque. En 1931, encore est mis en service en Allemagne le fameux Junker 52, dont la production devait atteindre, civils et militaires confondus, 4835 exemplaires. Le prototype de ce trimoteur avait volé pour la première fois en avril 1931, transportant 15 personnes. Il devait être le premier avion commercial à passer le cap des 200 km/h. Cet avion sera surtout connu durant la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il équipera la Luftwaffe. Les parachutistes allemands sauteront de cet avion, et Hitler aura le même type d'avion. À la fin de la guerre, il sera aussi fabriqué en France et deviendra le Toucan, où l'armée française, l'armée de l'air française s'en est servie, en particulier en Indochine. Tous les avions, retenus précédemment, étaient des courts courriers dont l'autonomie était inférieure à 1000 km, à l'exception du Handley Page 0/400 qui lui atteignait 2000 km. Et surtout le Fokker F7A3M, dont l'autonomie fut poussée jusqu'à 2575 km. 2 avions français, de conception plus moderne, se distinguent sur les lignes respectivement en 1935 et 1936. Le Potez 62, bimoteur, construit à 22 exemplaires, il offre 16 places aux passagers des lignes européennes, d'Extrême-Orient et d'Amérique latine. Il a une autonomie de 1000 km, il vole à 280 km/h et dispose d'une cabine non-fumeur. C'est une innovation pour l'époque. Là aussi, un destin bien singulier que celui de Potez. Je vous renvoie sur la vidéo que Sylvain Champonnois a réalisée à son sujet. Cet avion me touche en particulier parce que j'ai écrit un article dans Airways Magazine que je vous invite à lire, c'est le Dootin 338. Il emmène 22 passagers, il pouvait couvrir des étapes proches des 2000 km à 260 km/h de croisière. Air France va exploiter 31 de ces trimoteurs sur les lignes de prestige et en particulier sur celles d'Extrême-Orient jusqu'à la guerre. À l'heure actuelle, il ne reste plus qu'un bout de fuselage qui a été découvert par hasard dans la banlieue de Toulouse, qui servait de cabane pour pêcheurs ou chasseurs, je ne sais pas. Mais, si vous voulez bien, je vais aussi parler un peu des hydravions. Les constructeurs estiment en effet, surtout avant la guerre, que l'hydravion répond mieux aux impératifs des longs courriers transocéaniques. En 1929, Dornier avait échoué avec son énorme DOX à 12 moteurs. Par contre, le Martin 130 Chinook Clipper, quadrimoteur géant américain, transportant 48 passagers,
à 270 km/h de croisière, avec une autonomie de 5150 km, du jamais vu, permet à la Paname, fin 1935, d'ouvrir une liaison régulière jusqu'à Manille en 5 étapes, et ceci jusqu'à la guerre. La Paname, c'est la grande compagnie luxueuse américaine, la compagnie qui a le monopole des vols internationaux. C'est la compagnie de Juan Trippe, et je vous renvoie sur la vidéo en français, il existe aussi une vidéo en anglais d'ailleurs, de Guillaume de Sion sur la Paname. C'est une compagnie clé dans l'histoire de l'aviation américaine. Il faut voir aussi qu'à cette époque-là, on ne volait pas comme on voulait. Il fallait une autorisation de l'État. Donc l'État américain avait choisi que la Paname avait le monopole des vols internationaux. Je vous renvoie sur le film avec DiCaprio, là, vous savez, là, The Aviator. DiCaprio, dans ce film, il joue le rôle de Howard Hughes. Howard Hughes, c'était le président de la compagnie TWA, Rival. Et entre Juan Trippe et Paname et Howard Hughes, TWA, ils se disputent pour avoir l'international. Et puis c'est une affaire de lobby. Et puis Juan Trippe, il gagne. Et puis finalement, il n'y a qu'un seul maître, qu'une seule compagnie qui a le droit de faire les vols internationaux, et c'est la Paname. Et le pauvre Howard Hughes, il va bien dépérir. Les Imperial Airways utilisent 39 Short S-23 quadrimoteurs pour 24 passagers, transportés à 265 km/h sur des étapes de 1225 km à travers tout l'Empire britannique à partir de septembre 1936 et jusqu'en 1947 dans le Pacifique. Dans l'histoire des compagnies porte-drapeau anglaises, en fait, il y a une suite logique. D'abord, il y a Imperial, et ça, je vous renvoie sur la première vidéo de Madeleine Solomons, qui devient BOAC, deuxième vidéo de Madeleine Solomons, qui à son tour est transformé et devient British, troisième vidéo de Madeleine Solomons. Donc on a une suite logique en 3 parties de la construction de la compagnie porte-drapeau anglaise. Boeing, quant à lui, pour sa part, le 28 juin 1939, met en service un hydravion plus énorme encore que le 314 Yankee Clippers. Je vous invite à lire mon article sur cet hydravion dans ICAR. En effet, je parle de la première traversée du monde avec cet avion, qu'il ne l'a pas fait exprès. Nous sommes en décembre 1941, il part de San Francisco et il arrive en Nouvelle-Zélande. Et là, qu'est-ce qu'il apprend? C'est qu'il y a eu Pearl Harbor, donc il ne peut plus rentrer aux États-Unis par cette voie-là. Il va être obligé de faire le tour du monde. Donc vous verrez cette aventure dans un ICAR de décembre 2021. Il va inaugurer les premières liaisons transatlantiques, New York, Terre-Neuve, Southampton, avec 70 passagers, transportés à 294 km/h de croisière. La Paname et la BOAC ils vont en utiliser 12, en appréciant son autonomie de 5630 km. 4 hydravions français arrivent trop tard pour faire carrière. Le Laté 521, baptisé lieutenant de vaisseau Paris, pour 30 passagers, effectue à partir de 1935 12 traversées d'études sur l'Atlantique Nord jusqu'à la guerre. Ensuite, 3 hexamoteurs, gros porteurs du programme transatlantique, font leurs essais initiaux en 1942, mais transférés par l'occupant sur le lac de Constance, ils seront détruits par la Royal Air Force. Il s'agit du Potes 161, du Laté 631 et du SE-200. Seuls 6 Latés construits après-guerre et mis en ligne sur l'Atlantique et l'Afrique auront une carrière éphémère suite à 3 accidents. Pour les avions à hélice, la suprématie américaine est incontestable de 1936 à 1958. Le 17 décembre 1935 restera une date historique du transport aérien puisque ce jour-là décollait le premier prototype du Douglas DC-3, issu du DC-1 de 1933 et du DC-2 de 1934. On connaît l'extraordinaire carrière de l'avion de transport le plus construit au monde. 13 641 exemplaires seront construits, dont certains volent encore actuellement. À ce sujet, je vous invite à visionner la vidéo d'Aero Masterclass de Benoît de Mulder qui a restauré un DC-3 au Canada. Alors cet avion est aussi connu en la version militaire, le C-47, surtout sur les plages du débarquement, mais aussi dans la bataille de l'Escaut, etc. Vous avez vu que sur ce DC-3 d'Air France, il y a un hippocampe
qui est dessiné. Hippocampe, cheval de mer, pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on ne savait pas trop bien si l'avenir de l'aviation, c'était les plus lourds que l'air ou si c'était les hydravions. Bon, l'hippocampe, ça représente un peu l'hydravion. Et l'hydravion, c'est à la fois un mauvais avion et un mauvais bateau, en fait. Ça flotte pas très bien, et puis ça vole pas non plus super bien. Grâce au DC-4, la compagnie américaine Overseas Airlines inaugure le 23 octobre 1945 sa nouvelle ligne New York-Londres, première liaison transatlantique d'après-guerre avec 2 escales. Il sera construit 1242 exemplaires militaires et civils. Beau succès pour Douglas, qui va sortir les DC-6 et DC-8. Lockheed mit à son tour en exploitation le Constellation le 6 février 1946 sur l'Atlantique Nord en particulier, avec 44 passagers. 300 exemplaires de versions successives. Regardez comment il est très beau cet avion. Sur le Super Constellation, le Stretch Constellation, comme ils disent aux États-Unis, il y avait des super installations. Et d'ailleurs, on prépare en ce moment une vidéo sur la manière dont Air France exploitait le Super Constellation dans les années 1950. Boeing va également sortir une version civile du gros quadrimoteur 377. Je vous invite à voir la vidéo d'Olivier Pontreau sur le Stratocruiser. Alors, il va être produit à 48 exemplaires pour 100 passagers. Il vole à 540 km/h avec une autonomie de 6750 km. Il va sillonner les plus longues routes du monde à partir de 1948. Le Stratocruiser, ce fut pas un grand succès commercial. Son destin est lié à la Paname. J'en ai parlé effectivement, comme tu dis Nicolas, dans une vidéo récente. C'est l'histoire d'un crash, mais c'est surtout aussi l'histoire de cet avion et à quoi ça ressemblait de faire un vol à bord d'un luxe pareil. À une époque où l'aviation, c'était du luxe avant tout. L'optique nouvelle des turbopropulseurs prend naissance en 1950. À l'heure où le transport à réaction naît et où la vitesse prime, il semblait aléatoire de miser sur l'avenir du turbopropulseur. Cependant, la firme britannique Vickers prend l'initiative à ce titre et réussit un coup de maître avec le Viscount quadritre turbopropulseur de 45 places. Il vole à un bon 500 km/h et avec une autonomie de 1500 km. Il va être mis en service le 17 avril 1953. Il sera construit à 444 exemplaires. Bristol suit l'exemple, cette fois avec un long courrier ayant 6300 km d'autonomie et vole à 600 km/h. Le Bristol 175 Britannia offre 90 sièges. Il est mis en service en février 1957. Il assure dès le 19 décembre un service régulier direct Londres-New York. À son tour, Fokker s'engage sur la même voie et connaît un triomphe avec son court moyen courrier Fokker F-27 pour une cinquantaine de passagers et dont Fairchild aux USA acquiert la licence. Il sera construit simultanément en Hollande et en Amérique. Il est mis en service en août 1958 et progressivement, dans ses différentes versions, porte les couleurs d'une soixantaine de compagnies. La famille des ATR franco-italiens, mise en service le 9 décembre 1985, démontre par son succès combien encore aujourd'hui les appareils à turbopropulseur répondent toujours à l'optique de rentabilité des exploitants. Comme tu dis Nicolas, le turbopropulseur, c'est une étape quelque part entre la fin de l'avion à hélice qui, niveau performance, n'était pas assez pour l'aviation commerciale, et l'arrivée du moteur à réaction. Et le moteur à réaction, il n'a pas supplanté complètement le turboprop. Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, il reste des domaines de vol où le turboprop, c'est mieux. Il vole moins vite, il vole moins haut, mais il consomme moins aussi. Donc, pour des courtes distances, le turbopropulseur, il trouve son marché. Tu parles de l'ATR, tu as tout à fait raison. Bon, des fois, les ATR, ils se crachent en Inde, dans l'actualité récente, mais ce n'est pas la faute à l'ATR, en fait. L'ère des avions à réaction débute en 1952, mais révolutionne le transport à partir de 1958.
Le De Havilland, DH Comet, ouvre le bal. Il vole le 27 juillet 1949, puis est mis en service avec 44 sièges le 2 mai 1952. Il vole à 740 km/h et c'est un quadru-réacteur. Alors là, je l'ai en version militaire, puisqu'il appartient à la Royal Air Force. Ces vols vont être suspendus en avril 1954. La BOAC devra attendre le 27 avril 1958 pour reprendre l'exploitation du Comet 4 version optimisée, ayant une vitesse de 800 km/h et il peut emmener 81 passagers sur des étapes pouvant atteindre 5190 km. Il y aura une soixantaine de 3 versions différentes de construits pour 7 compagnies internationales. Un avion à réaction vole 2 fois plus vite, 2 fois plus haut. Il suppose donc d'être pressurisé. Vous voyez, c'est pour ça que les avions aujourd'hui, ils ont cette forme en cigare, là, un peu cylindrique. Quand vous regardez un avion des années 30, c'est un parallélépipède. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas pressurisé. Quand on pressurise un avion, on est obligé de l'avoir ainsi, avec cette forme cylindrique. Entre-temps, l'URSS met en service, le 15 septembre 1956, le Tupolev Tu-104 pour 50 passagers. C'est le premier d'un éventail de moyens et longs courriers soviétiques. Il vole à 750 km/h avec 3100 km d'autonomie. Il est construit à 200 exemplaires. Il est de septembre 56 à octobre 58 le seul transport à réaction exploité dans le monde. Là aussi, je vous invite à voir la vidéo d'Olivier Pontreau sur le Tupolev Tu-104. Dans Aero Masterclass, évidemment. J'ai commis effectivement une vidéo sur le Tupolev 104. Est-ce que c'est le premier avion à réaction réussi? Parce qu'il y en a eu un autre avant, en 52. C'était le De Havilland Comet. Mais bon, lui, il a implosé en vol pour des problèmes de pressurisation des hublots. Il ne savait pas forcément très bien faire la bonne forme des hublots. Bon, les avions, ils implosaient en vol, on ne savait pas trop pourquoi. Donc, ça n'a pas été un grand succès commercial. Pourtant, techniquement, c'était intéressant, le Comet. Alors que le Tupolev, il n'a pas eu de soucis techniques, en tout cas pas liés à la pressurisation. Donc peut-être qu'on peut dire que c'est le premier avion à réaction réussi, même si évidemment il ne s'en est pas vendu autant que des DC-8 et des Boeing 707. Mais Boeing revient à la charge avec le Boeing 707, dont la mise en service commence le 26 octobre 1958. Ces versions successives, de plus en plus performantes, offrent jusqu'à 145 sièges et atteint 900 km/h. Il devra connaître la consécration internationale, justifiant la très grande série. Là aussi, je vous invite à voir ma vidéo sur Aero Masterclass sur le Boeing 707. Il y a tant de choses à dire sur le Boeing 707 et ta vidéo, Nicolas, sur le Boeing 707, est-ce qu'il est vraiment innovant? Pour moi, c'est vraiment un modèle du genre. En France, Sud Aviation apporte un complément au long courrier américain avec le moyen courrier Caravelle. Elle lance la mode des réacteurs accolés au fuselage. Son exploitation à Air France et à la SAS débute le 15 mai 1959. Le 9 janvier, Air Inter réalise le premier atterrissage entièrement automatique au monde sur une ligne régulière. Au total, 280 caravelles ont été construites fin 1977 et exploitées par plus de 50 compagnies. La dernière étape de l'essor des avions commerciaux à réaction est provoquée par la révélation imprévue d'un géant russe à l'époque, car actuellement ukrainien, l'Antonov 22 au salon de 1965. Boeing se lance dans le gros porteur avec le Boeing 747 le 22 janvier 1970. Là encore, je vous invite à voir la vidéo sur le Boeing 747 fait par notre camarade monsieur Olivier Pontreau. Le 747, dont la fin de la production est arrivée il y a quelques jours, quelques semaines. Ça ne veut pas dire la fin de l'exploitation. Ce n'est pas parce qu'un avion n'est plus produit qu'il n'est plus exploité. On va continuer à en voir quelques temps des 747. Enfin, quelle durée de vie quand même pour le 747. Quand on voit qu'il a survécu au 380 et qu'il a été conçu en même temps que les avions supersoniques, que le Concorde ou les projets de Boeing à cette époque-là de supersonique, on mesure la place temporelle de cet avion dans l'histoire de l'aviation.
Vient ensuite le Douglas Trireactor DC-10, débutant ses vols commerciaux le 5 août 1971. Là, je vous invite à voir sur Aero Masterclass la vidéo de Guillaume de Sion qui parle de cet appareil. Le Lockheed 1010 TriStar est mis en service le 15 avril 1972. Là aussi, je vous invite à voir la vidéo de Guillaume de Sion sur cet appareil. Alors là, évidemment, coup de chapeau aux deux énormes vidéos de Guillaume de Sion, l'une sur le DC-10, l'autre sur le TriStar, qui explosent les scores de l'audimat. Mais forcément, c'est très bien écrit, c'est très bien pensé, c'est très bien exposé, ça se déguste comme un petit bonbon. Donc, je ne l'avais pas déjà fait, mais je suis sûr que vous l'avez déjà fait. Regardez-les, ces vidéos. Et si vous l'avez déjà fait, vous pouvez la regarder encore. Top, ces vidéos-là. Arrivent ensuite les gros porteurs moyens courriers de la famille Airbus. Ici, vous voyez l'Airbus A300B qui sera inauguré le 23 mai 1974. Et soudain, les passagers peuvent voyager à Mach 2, c'est-à-dire 2 fois la vitesse du son. L'avion franco-britannique Concorde entre en ligne le 21 janvier 1976, c'est-à-dire il y a 46 ans. Je vous invite à voir toutes les vidéos d'Aero Masterclass sur le sujet. De son côté, le supersonique soviétique, Tupolev Tu-144, ne devait pas être aussi heureux, ayant assuré seulement épisodiquement des vols commerciaux, cargo le plus souvent. En plus, il va s'escraser au salon du Bourget. Par contre, si vous habitez pas très loin de l'Allemagne, je vous invite à aller en Allemagne, voir à Sunshine, le musée des techniques, où vous pouvez voir un Tupolev Tu-144, vous pouvez même monter dedans, et vous pouvez monter dans le Concorde qui est juste à côté. Comme ça, vous pouvez voir les deux avions et vous faire une idée sur ces deux appareils. Le Concorde, avec l'énorme chance que j'ai eue de pouvoir interviewer Jean Pinet, le dernier pilote d'essai du Concorde encore vivant, qu'il nous montre comment ça fonctionne un Concorde, comment ça se pilote. Là, ces vidéos-là, elles sont extraordinaires. Regardez ça, vous saurez piloter un Concorde. Et puis, coup de chapeau aussi à Guillaume de Sion sur ces deux vidéos, exploitation du Concorde et conception du Concorde. En conclusion, ce résumé accéléré ne prouve-t-il pas le fulgurant développement du transport aérien grâce à l'évolution des techniques, grâce aux hommes surtout? Aujourd'hui, le passager ne semble plus surpris de voyager en plein ciel. Il est même blasé. Quelques-uns encore, dont j'en fais partie, à chaque vol restent émerveillés, comme ils ont raison. Je vous remercie de votre attention. Voilà, c'était une vidéo panorama. On a vu plein d'avions. Si vous êtes spécialiste, peut-être que vous n'aurez pas forcément appris tant de choses que ça. Désolé. On ne fait pas que des vidéos très pointues. Je pense qu'il faut absolument qu'on amène, y compris les plus jeunes, à cette chaîne, découvrir le monde de l'aviation. Et donc, des fois, il nous faut des vidéos plus simples, plus généralistes, sans doute. En même temps, cette vidéo, c'est un peu un sommaire de notre chaîne, un peu un sommaire de ce qu'elle propose. Voilà. Comme d'habitude, vous pensez à activer la cloche pour la notification, à vous abonner, à nous mettre en commentaire, enfin tous ces trucs qui font que l'algorithme de YouTube, il va commencer à montrer cette vidéo à plein de monde. Salut!